BFM Business, BFM Crypto, le club. Quel potentiel sur les cryptos, quel avenir surtout pour l'écosystème? On va poser la question à nos experts. Valentin Demey, journaliste pour Cryptos, nous accompagne. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. Et Jonathan Erscovici, bonjour Jonathan. Bonjour Guillaume. Directeur général de Stackinsat, le boss aussi de Surfing Bitcoin, chaque mois d'août à Biarritz. On en parlera de l'édition 2023 de Surfing Bitcoin tout à l'heure. Vous êtes un Bitcoin maximaliste, heureux avec la remontée du Bitcoin depuis maintenant quelques semaines. Et on va en parler de cette remontée des cours du Bitcoin aussi avec Laurent Pignot, analyste pour Zone Bourse. Bonjour Laurent. Oui, bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver. Impressionnante la remontée du Bitcoin, presque à 29 000 $ en ce moment, 28 707 $. Est-ce que vous vous dites que d'un point de vue technique, le Bitcoin en a encore sous le pied pour poursuivre sa hausse? Oui, effectivement, le Bitcoin est en grosse hausse. Il explore même aujourd'hui de nouveaux sommets sur l'année 2023, comme vous le disiez, autour des 28 700 $, en hausse de 42% depuis le 10 mars. Alors, parmi les raisons qui peuvent l'expliquer, cette hausse, Bitcoin profite déjà forcément d'un retour d'appétit pour le risque des investisseurs, notamment dans le sillage d'une prévision d'un ralentissement de la hausse des taux d'intérêt, dont d'ailleurs nous aurons la décision ce soir du côté de la Réserve fédérale américaine. Si le marché a raison, les taux directeurs américains devraient prendre 25 points de base. D'ailleurs aussi, si le Bitcoin en profite, l'indice boursier américain des valeurs technologiques, le Nasdaq, avec qui le Bitcoin est souvent comparé, est aussi en hausse de quasiment 9% depuis le 13 mars, avec 7 séances positives sur 8 avec la journée en cours, et revient proche de ses plus hauts de l'année sur l'année 2023, preuve que le goût pour le risque est bien présent. Et puis aussi, d'un autre côté, une autre raison, Bitcoin en portant en quelque sorte l'étendard d'une solution à un système financier et bancaire manipulé et aussi sous perfusion d'intervention massive des banques centrales, suscite aussi de nouveau de l'intérêt dans le contexte de crise bancaire que nous avons connu ces derniers jours. Certains se demandent même si nous ne sommes pas arrivés au bout d'un système financier épuisé. Bon, attention, je me permets juste, Laurent, là vous prenez le point de vue, vous portez le point de vue des fans de crypto. Pardon, non, mais juste, on relativise juste. Là, voilà, c'est pas du tout le point de vue général de la communauté financière. On n'en est pas là, pas encore. Je me permets juste de le dire. Mais allez-y. Vous faites le porte-parole là de l'écosystème en l'occurrence. Bien sûr, vous aurez l'occasion sûrement d'en parler dans quelques minutes. Donc voilà, le Bitcoin profite aussi dans une certaine mesure de cette situation. Alors sur le plan technique, le Bitcoin reste toujours perché en haut autour donc des 28 700 $. La prochaine résistance majeure se retrouve entre 29 000 $ et 30 000 $. Ça va vraiment être la zone dure à passer et qui a de nombreuses fois fait office de support dans le passé et donc avec des murs de liquidité importants sur ces niveaux. Et sous les pieds du Bitcoin, c'est bien la zone entre 25 000 et 25 500 $ qu'il faudra conserver pour qu'il reste dans sa dynamique haussière de ces derniers jours. Alors gardons un œil sur la décision politique monétaire américaine ce soir à 19h et puis ensuite de l'allocution de Jerome Powell qui amènera probablement aussi son lot de volatilité sur les marchés. Bien sûr, à suivre tout à l'heure, effectivement, tout cela, et ce sera d'ailleurs aussi à suivre en direct sur BFM Business. Alors on parlait là du Bitcoin, vous le disiez, sur des plus hauts annuels, quasiment à 29 000 $ aujourd'hui. L'Ether aussi monte, plus de 1 800 $ sur l'Ether en ce moment. Quels sont les prochains seuils techniques à surveiller, ceux que vous identifiez, Laurent? Alors là aussi, on a eu une belle progression de l'Ether sans surprise sur ces derniers jours dans le sillage du Bitcoin. Il se retrouve à l'heure actuelle autour des 1 815 $. La prochaine zone majeure à aller chercher est le seuil psychologique des 2 000 $. Et dans l'autre sens, c'est les 1 700 $ qu'il faudra conserver pour rester dans ce mouvement haussier de ces derniers jours sur l'Ether. Merci beaucoup. Laurent Pignot nous accompagne en direct de Zone Bourse. Et on le disait, Jonathan Erscovici nous accompagne. Il est à la tête de Stackinsat et c'est un Bitcoin maximaliste. Il pense que le Bitcoin, c'est l'avenir du monde. Je résume. C'est un peu ça, Jonathan. La hausse du Bitcoin, là, c'est une bonne nouvelle, bien évidemment. Comment est-ce que vous l'interprétez? À quoi est-ce qu'elle est due, à vos yeux, cette hausse du Bitcoin depuis quelques jours? Alors déjà, merci Guillaume pour cette question. Et en fait, comme d'habitude, moi je vais essayer de vous répondre de la manière la plus neutre possible, surtout par rapport à mon positionnement de maximaliste, comme vous le dites. Lorsque le prix baisse, effectivement, j'évite de parler du prix. Et lorsque le prix monte, j'évite de parler du prix également. Je ne veux pas justement être trop dans le FOMO ou dans le FUD qui a trop souvent lieu dans le secteur des cryptos. Et moi, encore une fois, je vois plutôt des éléments de réassurance par rapport à l'utilité. Et là, en fait, la principale utilité, c'est le rempart contre le système bancaire traditionnel. Et c'est en ça qu'on voit l'augmentation du prix pour moi, avec évidemment les faillites bancaires successives, que ce soit la Silver Bank, la Signature Bank, et puis évidemment la SVB et puis Crédit Suisse. On voit que tout le système bancaire traditionnel
du coup est plutôt en mauvaise difficulté, enfin à de grandes difficultés, pardon. Et c'est en ça que Bitcoin, par rapport à ses propriétés naturelles, permet justement de profiter quelque part de ces mésaventures du système bancaire. Oui, c'est quoi les propriétés du Bitcoin dont vous estimez qu'elles permettent aux investisseurs de se protéger des risques liés au système bancaire? Et puis après, on challengera l'idée quand même. Bien sûr, alors je vais vous donner une réponse basique, 21 millions. 21 millions, Bitcoin, en gros, le protocole permet d'avoir une prévisibilité totale de l'émission monétaire, et on sait qu'il n'y en aura jamais plus de 21 millions. Alors que justement, en fait, dans le système traditionnel, dans le système bancaire, ou même plutôt le système des banques centrales, l'impression monétaire, en tout cas, est, j'allais dire illimitée, mais peut-être pas aller à ce point-là, mais en tout cas, totalement imprévisible, et en fonction justement des aléas de marché, finalement, les comportements de la Banque centrale peuvent être assez surprenants. Et vous en parlez, j'imagine, très régulièrement sur BFM Business. Sachant que là, j'ai entendu hier que la Fed avait prêté plus de 150 milliards, je crois, de dollars, ce qui est plus que au pic de la crise de 2008, qui était à 111 ou 112 milliards, je crois. Tout est ouais. Enfin, le PIB est bien supérieur aujourd'hui à ce qu'il était en 2008, donc de ce point de vue-là, on peut aussi relativiser le truc. Mais ok, est-ce qu'on peut pas avoir dans la hausse du Bitcoin aussi, surtout le fait que, effectivement, ça remonte, la conséquence d'une détente des taux obligataires, la conséquence du fait qu'on anticipe désormais moins de hausse de taux de la part de la Fed. Bref, est-ce que le Bitcoin en remontant ne montre pas qu'il est toujours aussi dépendant des décisions de la Fed, et ce soir on en aura une nouvelle par exemple? Alors, encore une fois, moi j'ai du mal à me positionner sur des événements à court terme, et encore une fois je me répète, mais moi je vois Bitcoin dans un temps long par rapport à son utilité, mais effectivement qu'il y a des dépendances par rapport aux politiques monétaires et aux décisions de la Fed, et on le voit justement aujourd'hui depuis le début de l'année. Bitcoin prend 75%, je crois, 40% en mars, vous le disiez tout à l'heure. Depuis le 8 mars, 42% de hausse. Et effectivement, on peut dire qu'il y a une corrélation entre justement cette hausse des taux successifs qui a eu lieu depuis quelques mois et justement l'augmentation du prix. Vous avez probablement raison, mais peut-être que vous m'inviterez dans 2 mois et le comportement sera différent. Justement, ce qui est intéressant, c'est de voir que la corrélation entre Bitcoin ou les marchés risqués, du coup, est proche de 0. Alors que sur les 12 derniers mois, effectivement, on voyait une corrélation qui était proche de 70-80%. Et là, on est dans une logique de décorrélation totale. Et c'est ce qui est très important d'ailleurs dans une logique d'allocation d'actifs. Parce que le but, c'est justement d'essayer de faire de la sélection d'actifs décorrélés entre eux pour maximiser son espérance de gain. Et jusqu'à il y a 2-3 jours, je vous aurais répondu non, il n'y a pas de décorrélation totale parce qu'on voit l'or aussi bien progresser en même temps que le Bitcoin. Mais depuis 2-3 jours, c'est plus le cas. Le Bitcoin continue de monter, mais plus l'or. L'or a rebaissé un peu à 1970 $ l'once. Est-ce qu'on se dit que le Bitcoin a aussi, depuis quelques semaines, profité des difficultés de certains stablecoins? Je pense à l'USDC qui a perdu, ça n'a pas duré longtemps, légèrement son arrimage au dollar. Comme valeur refuge, voilà, ça lui a pas fait une bonne pub. Est-ce que certains, du coup, dans l'écosystème se disent ou se sont dit, plutôt que d'aller sur les stablecoins, donc je vois qu'ils peuvent se dépéguer du dollar, je vais aller plutôt sur le Bitcoin. Est-ce que ça peut avoir été un moteur de plus pour le Bitcoin? Alors, si je comprends votre question, vous estimez que l'USDC est une valeur refuge? Non, mais c'est bien ça, Ouais, pour stabiliser des gains, pour voilà. Alors pour moi, en fait, que ce soit l'USDC, pour le coup, alors même si on peut éventuellement dire que le dollar est une valeur refuge, même si on peut critiquer cette opinion, l'USDC clairement pas est une valeur refuge dans le sens où c'est quelque chose qui justement dépend des banques, et on l'a vu justement avec la faillite de la SVB qui du coup avait, je crois, 3 milliards, si je ne dis pas de bêtises. Et on voit que justement, vu qu'elle dépend d'une contrepartie, pour moi, ça ne peut pas être assimilé à une valeur refuge. On recevra demain dans BFM Crypto, à cette heure-ci un peu plus tôt, entre 16h et 16h30, le patron de Circle. Ça tombe bien, Jérémy Allaire sera notre invité en direct. Bon, quelle question vous lui poseriez? Vous l'auriez en face de vous? Quelle question est-ce que vous lui poseriez? Non, mais moi, je n'ai pas spécialement de questions. Et je pense que... Vous avez toutes les réponses? Dans le sens où, de toute façon, c'était... clair dans son bilan que du coup il avait des actifs qui étaient liés à des banques ou du coup à des, je veux dire, de manière... Donc les stablecoins chevautent 3 de la centralisation, en tout cas, du système bancaire dans l'écosystème crypto. Là où vous pourrez... En tout cas, les stablecoins à preuve de réserve. Là où vous pourrez féliciter Jérémy par rapport à l'USDT, où effectivement l'USDT n'est pas du tout dans une logique de transparence, ce qui n'est absolument pas le cas de l'USDC, justement, qui depuis le début publie ses comptes de manière archi-transparente. Mais le fait qu'il dépende de contreparties,
pour moi, enlève le statut, ou ouais, si on peut dire ça comme ça, le statut de valeur refuge, comme vous le présentez, ce qui n'est pas le cas de Bitcoin, au sens où il n'y a pas de contrepartie en particulier sur Bitcoin, et un Bitcoin sera toujours égal à un Bitcoin. Bon, Valentin, sur l'incroyable remontée du Bitcoin, on est presque à 29 000 $ désormais. Qu'est-ce que ça vous inspire? Comment est-ce que vous la vivez, cette hausse? Comment surtout vous l'expliquez chez Cryptost? Non, mais alors évidemment, une grande partie de l'explication se trouve, c'est certain, sur on détend un petit peu les ambitions de la Fed et l'impression monétaire doit être une partie de l'explication à court terme, on est bien d'accord. Mais quand même, le narratif de Bitcoin, pas de tiers de confiance et reprendre le pouvoir sur ses clés privées et donc sa valeur crypto-monétaire est importante. On rappelle que encore une fois, le tout premier bloc de Bitcoin, il y avait déjà des allusions aux faillites bancaires. Donc en fait, Bitcoin n'a jamais été aussi au cœur de l'actualité qu'aujourd'hui, que ces dernières semaines en tout cas. Mais peut-être que le narratif premier de cette remontée n'est pas les gens qui ont peur dans le dollar, dans un premier temps pour l'instant. L'adoption du Bitcoin, elle a continué de progresser, c'est ça qui est assez incroyable, pendant l'hiver crypto en 2022 et ça continue encore en 2023. C'est ça, et c'est vrai que moi, encore une fois, Guillaume, moi je préfère m'intéresser à l'utilité et surtout dans les pays qui en ont besoin. Donc on peut citer le Liban, on peut citer l'Argentine, on peut citer le Nigeria. Surtout le Nigeria, je vais insister 2 secondes dessus parce que c'est du coup un des pays les plus peuplés, je crois, d'Afrique. Alors je ne me rappelle plus exactement de la quantité d'habitants, mais en tout cas c'est clairement un pays majeur où la population utilise massivement le Bitcoin. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que le gouvernement nigérian a interdit l'utilisation du Bitcoin. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on voit qu'il y a un premium sur le prix du Bitcoin à plus de 60%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que les gens sont prêts à acheter du Bitcoin 60% plus cher que son prix actuel. Parce que, encore une fois, ce pays souffre de tout un tas de problèmes financiers. 213 millions d'habitants au Nigeria. Merci. Ils ont voulu lancer leur e-Naira, je crois, qui était leur crypto nationale, qui est évidemment un fail total, notamment pour ces raisons de centralisation. Et en fait, on voit que Bitcoin, c'est par le peuple, pour le peuple. Et en fait, concrètement et empiriquement, on voit que Bitcoin est utilisé pour ses propriétés qu'on a déjà décrites ici à plusieurs reprises. Enfin, on le dit de façon avec plus d'aisance quand ça monte que quand ça baisse. On est d'accord quand même. Bon, franchement, Guillaume, je vais rester cohérent dans mon discours. C'est-à-dire que moi, c'est vraiment l'utilité à long terme et j'essaie d'éviter d'avoir des réactions en fonction des événements de court terme parce que c'est pas du tout notre philosophie. Non, on peut pas vous retirer ça. Effectivement, vous êtes toujours extrêmement convaincu de l'attrait, l'utilité du Bitcoin. Ben voilà, on peut quand même se demander, quand on n'est pas forcément Bitcoin maximaliste, si vous disiez Bitcoin c'est par et pour le peuple, oui, enfin surtout quand ça monte, on peut l'espérer quand ça monte, quand ça baisse, c'est la fessée qui est pour le peuple là. Après, encore une fois, ça dépend de quel est votre angle et votre point de vue, dans le sens où les Argentins, par exemple, qui ont eu une inflation à plus de 100%, ou même les Libanais, on voit que proportionnellement, de toute façon, eux, malgré la baisse des cours du Bitcoin, par rapport à leur monnaie nationale, en fait, Bitcoin a progressé. Oui. Malgré la baisse massive de Bitcoin en 2022. Bon. Donc ça dépend, en fait, on se positionne sur un angle où on est dans des pays occidentaux où on ne voit pas, en fait. Mais allez sur place, Guillaume. Allez sur place, allez au Liban, vous verrez concrètement que ça change la vie des gens. Bon, c'est pour ça que je suis maximaliste, c'est pour justement ces atouts non négligeables pour ces populations qui en ont besoin. Avant de nous emmener au Nigeria ou au Liban, vous nous proposerez de venir à Biarritz sans doute, on en parlera dans un instant avec Surfing Bitcoin, vous nous présenterez cette édition 2023 de Surfing Bitcoin dont vous êtes bien sûr l'emblématique patron, fondateur, etc. On en reparle dans un instant et cette nouvelle affiche aussi pour Surfing Bitcoin. Juste avant quand même Valentin, parce que là Jonathan il s'extasie sur le Bitcoin mais... Il a raison. Enfin, il a raison. Oui, d'accord, mais on va voir s'il est content. Vous vous extasiez bien sur la bourse. On va voir. J'ai raison. Pour le coup, ça fait un moment. Ça fait combien de temps que la bourse existe? Vous extasiez dessus, c'est ça la vraie question. Ouais. Pour quelqu'un qui a investi, par exemple, sur le CAC 40 à sa création en 87, dividende inclus, il a fait x20. C'est pas mal la bourse. Belle perf. C'est pas mal. Ah oui, c'est la croissance, c'est le reflet de la croissance et ça finance plein de boîtes. Exactement. Mais donc, sur le Bitcoin, ça va peut-être faire moins plaisir à Jonathan, on lui demandera son point de vue dans un instant, mais on peut faire aussi des NFT par la blockchain Bitcoin. C'est vrai que ça divise beaucoup de gens dans l'écosystème et on n'a pas eu l'occasion d'en discuter encore ensemble, mais il y a effectivement cette grande nouveauté depuis quelques mois, pas vraiment une nouveauté en vérité, mais dont le cas d'usage est nouveau. Alors, on appelle ça des ordinals, c'est pas forcément très techniquement, si on veut s'adresser à des gens très techniques dans l'auditoire, ce n'est pas des NFT, mais ça a le même objectif, c'est-à-dire de créer, d'inscrire dans la blockchain tout un tas d'informations qui peuvent être des œuvres d'art. Donc on l'avait vu il y a quelques temps, puisqu'il y avait eu des ventes records de
NFT sur Bitcoin, qui n'est pas pourtant le cas d'usage premier de ces blockchains, c'est plutôt le cas d'usage d'Ethereum, la deuxième plus grosse blockchain de l'écosystème, qui est une monnaie programmable et qui a pour objectif justement d'héberger tout cet écosystème des NFT, les Bored Apes, les CryptoPunks et tous ceux qu'on connaît depuis très longtemps sur ce plateau. Mais voilà, c'est possible sur Bitcoin depuis quelques temps. C'était un peu difficile de le faire parce qu'il n'y avait pas de plateforme d'échange, ce qui voulait dire qu'il fallait s'échanger d'un utilisateur à un autre en ayant la certitude que la personne, si je t'en envoyais, Jonathan, tu m'envoies bien en échange le NFT et que tu ne gardes pas l'argent puisqu'il fallait le faire en 2 temps. Et maintenant, donc, on commence à voir fleurir des plateformes d'échange qui permettent de faciliter tout ça. Via la blockchain Bitcoin, hein, c'est l'originalité. Ouais. C'est ça la grande nouveauté. Alors que les Bitcoin maximalistes sont très puristes, nous on n'est pas comme ça. Il y a des NFT aussi sur la blockchain Bitcoin. Exactement, et certains ont fait le choix, Magic Eden justement, d'aller dans ce sens-là. Et donc il y a des premiers volumes en 24 heures. 6,56 Bitcoin de volume sur des collections qui commencent à prendre un peu d'ampleur sur Bitcoin. Prix plancher, c'est-à-dire le NFT le moins cher de cette plateforme-là, sur la collection BTC de God, si on veut le faire. Je ne connais même pas, Guillaume, c'est pour vous dire à quel point c'est pas le truc le plus important. Encore une fois, on a OpenSea sur Ethereum, mais on en a plein d'autres. Sur Bitcoin, c'est un peu particulier, mais en tout cas, cette collection-là, c'est 1,069 Bitcoin le moins cher. Et c'est assez amusant de les voir fleurir sur Bitcoin. Est-ce que le verre est en train d'entrer dans le fruit, en l'occurrence, Jonathan? Bitcoin maximaliste que vous êtes, ça vous gêne qu'on puisse faire des NFT grâce à la blockchain de Bitcoin? Alors franchement, Guillaume, je suis assez mitigé sur cette question. Effectivement, en tant que puriste maximaliste, j'ai envie de vous dire que les NFT n'ont absolument rien à faire sur Bitcoin, parce que c'est pas justement l'utilité première de Bitcoin qui est d'abord, encore une fois, un système monétaire et un moyen de paiement. Après, effectivement, mon côté libéral me dit que s'il est possible de le faire et qu'il y a un marché et qu'il y a un besoin, pourquoi pas? Donc j'ai envie de vous dire, moi j'ai plutôt tendance à être plutôt pour, finalement. Le seul problème qui, moi, en fait, impacte mon business au quotidien, c'est que avec ces images, en tout cas avec du coup les éléments qui sont proposés dans la blockchain Bitcoin, en fait ça alourdit les blocs. En général, là on voit que c'est souvent plus de la moitié des blocs juste sur des images. Alors on peut se demander quelle est l'utilité, mais en tout cas la conséquence c'est que les frais de transaction vont augmenter. Parce que, encore une fois, la blockchain Bitcoin, ça marche en fonction un peu, c'est comme un bus, où en gros, c'est celui qui va payer le plus cher qui va rentrer dans le bus avant vous. Et là, forcément, vu qu'il va y avoir de plus en plus de demandes sur ce genre d'outils, ça risque d'augmenter les frais de transaction et donc indirectement... De concentrer, Voilà, de centraliser d'une certaine façon aussi. Alors, centraliser, je ne suis pas sûr que ce soit le bon terme, mais en tout cas, ça va augmenter les prix de transaction. Les frais de transaction et donc du coup impacter nos clients et tous les utilisateurs de la blockchain. Et de moins en moins d'acteurs qui pourront l'utiliser du coup. C'est en ce sens-là que je dis centraliser, c'est pour provoquer, mais après, concentrer en tout cas. Ça reste des frais qui sont extraordinairement faibles. Mais si on se projette dans une vision à moyen long terme et si on se dit que les ordinals vont prendre de plus en plus de place, on peut justement supposer que les frais de transaction risquent d'augmenter significativement et donc être un problème dans son utilité première. Voilà. Un point de prudence pour vous donc. Est-ce que les plateformes d'échange décentralisées vont de plus en plus à leur tour être régulées? En tout cas, Valentin, vous avez repéré cette info, SushiSwap, voilà. Pourtant, j'y vais souvent au restaurant, mais SushiSwap, c'est bon les SushiSwap. Moi, c'était pour l'an des bitcoins sur les NFT sur Bitcoin. Tout à fait. Et donc la SEC, le gendarme des marchés américains, effectivement, la SEC suit de près SushiSwap. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Effectivement, c'est la grande question dans la finance décentralisée et globalement sur certains projets Ethereum, tout ce qui touche aux organisations autonomes décentralisées, les DAO, qui sont tout un tas de communautés qui travaillent autour de projets et qui se rejoignent sur des forums et qui votent à travers des tokens de gouvernance, c'est-à-dire les tokens des projets qui sont émis par ces projets et qui sont distribués aux participants des projets. Donc c'est une grande interrogation pour la SEC. On sait qu'ils ont une appétence particulière pour essayer de requalifier certains titres. Et là, ce qui les intéresse, effectivement, c'est bien mignon une DAO, cette organisation autonome décentralisée, mais qui la dirige? Qui est-ce que je peux aller voir en tant que régulateur, en tant que SEC et toutes les personnes qui doivent apporter un regard sur ce marché si jamais il y a un problème, s'il y a une perte d'argent? Et donc, c'est la grande question depuis toujours, mais là, elle s'incarne puisque certains membres fondateurs de Sushi et certains de ses fondateurs ont donc été récemment assignés à comparaître par la SEC
Donc certaines DAO sont totalement anonymes, on ne sait pas qui est derrière, c'est des pseudos et des adresses sur Ethereum, mais certaines sont publiques, certains développeurs sont publics, certains fondateurs sont publics. Vous avez reçu d'ailleurs il y a quelques mois AAV, Mark Zeller qui était l'un des responsables des développeurs, on connaît Stani Kuleshov qui est son fondateur. Là pareil chez Sushi, il y en a certains qui sont connus, là c'est Garrett Gray qui est assigné à comparaître par la SEC et donc ils sont en train d'échanger autour d'un fonds de soutien pour ses représentants, pour que tous les frais de justice soient payés par la DAO, parce que on sait très bien que ça coûte suffisamment cher ce genre de démarche. Donc la DAO va peut-être voter une certaine enveloppe pour défendre ces personnes devant la SEC, parce qu'encore une fois, c'est pas interdit, mais il faut qualifier qu'est-ce que cette DAO et qui en est le responsable, ça sera la grande question. Et pendant ce temps, le métavers, 30 secondes sur le métavers, parce qu'on croyait le métavers un peu mort et enterré, voilà, on se disait... Vous croyez le métavers? Ouais, enfin voilà, c'est quelque chose qu'on entendait beaucoup, et c'est vrai qu'il m'arrivait de répéter, non, le métavers n'est pas mort et enterré, il a encore un avenir. Il a encore un avenir, en tout cas, c'est Nvidia qui s'associe avec son Omniverse, qui comprend justement le métavers et tout ce qui est intelligence artificielle, dans une offre avec Microsoft, effectivement, qui proposera ça dans le fameux Microsoft 365. Et c'est notamment à destination, on entend beaucoup parler depuis leur annonce hier de Nvidia, donc il intègre à ses cartes graphiques et à tout son processus, de pouvoir, pour le monde automobile, se projeter dans la création de véhicules en 3D, de pouvoir les tester dans les métavers, avec tous les outils qu'ont ces technologies, au lieu de casser des voitures et tout un tas de pièces avec l'argent que ça coûte en face. Donc encore une utilité potentielle, et en tout cas Nvidia et Microsoft s'associent, y croient et poussent dans ce sens pour l'industrie de l'automobile notamment. Association dans le métavers. Vous faites du surf de temps en temps, Valentin, ça vous arrive? Que fin août à Biarritz. Ah bon, parce qu'il se passe quoi? Fin août à Biarritz, c'est Surfing Bitcoin, effectivement. Jonathan, c'est vous qui dirigez Surfing Bitcoin, cet événement chaque fin de mois d'août là-bas au casino de Biarritz, c'est ça? Exactement, Guillaume. Donc là, on est très fiers d'avoir annoncé ce matin du coup la 4e édition de Surfing Bitcoin qui aura lieu les 23, 24 et 25 août, donc toujours au casino de Biarritz. Et ça compte. 25 août, ça compte. Pardon, non, je voulais rebondir sur le lapsus, c'est pas grave. Allez-y. Et donc cette 4e édition, donc encore une fois, aura lieu fin août à Biarritz. Donc c'est évidemment le rendez-vous annuel de tous les bitcoiners. Évidemment, Valentin, Guillaume, j'espère que vous serez là, évidemment, cette année. Où cette année, on va avoir un angle un peu différent, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que les 12 derniers mois dans le secteur crypto a été compliqué. On en est tous conscients, donc c'est pas forcément évident aujourd'hui de réunir du coup des foules autour de ce genre de conférences. En tout cas, nous, on s'est donné ce défi cette année, sachant qu'évidemment Bitcoin, en tout cas sur les 3 premiers mois de l'année, est plutôt dans une conjoncture plutôt favorable. Après, il faut quand même faire attention et rester prudent. Donc nous, notre objectif sera de parler justement du coup plus aux acteurs professionnels, aux experts, et non plus justement au mass market, qui était le cas les années précédentes, où on avait un côté hybride. Cette année, l'idée, c'est vraiment de professionnaliser. En fait, l'audience s'est professionnalisée depuis 3 ans, et donc de parler de sujets du coup plutôt orientés pour les experts. Donc on aura d'ailleurs un angle très tech et recherche sur Bitcoin et Lightning Network. Et après, on aura des thèmes plus classiques autour du business, de la régulation, de la sécurité, de la conservation, qui est évidemment des sujets d'actualité, notamment post-FTX. Et du coup, rendez-vous à fin août à Biarritz. Les dates, on peut les rappeler? 23, 24 et 25 août. 25 août, voilà. Surfing Bitcoin, merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés. Alors, Valentin est plus curling, mais c'est vrai que vous faites un peu de surf parfois fin août quand vous venez participer à Surfing Bitcoin, Valentin. On vous observera. On va laisser un blanc, Guillaume, de nouveau pour votre blague une nouvelle fois sur ce plateau. Et j'en ferai un NFT sur Ethereum. Bon. Merci, Guillaume. Cryptos régulièrement à nos côtés. Également Jonathan, donc directeur général de Stackinsat, nous accompagne.